Ok, parfait. Ben, écoutez, je vous propose qu'on commence. Merci à tous les participants et toutes les participantes d'avoir rejoint ce webinaire qu'on a souhaité consacrer à l'assurance vie et aux unités de compte solidaires. Voilà, nous attendons entre 30 et 40 personnes, ce qui est évidemment pas mal, de tous horizons, journalistes, professionnels de l'assurance. Voilà, ce qu'on vous propose, c'est de vous partager l'agenda de cette réunion. Je suis Patrick Sapie, je suis le directeur général de FAIR. Je vous dirai deux, trois mots concernant le collectif qu'on anime. Avant de passer la parole à Raphaël Sebag, qui est responsable de notre pôle études et innovation et qui, du coup, présentera l'ensemble du contexte lié à l'assurance vie et à l'assurance vie solidaire plus particulièrement. Ensuite, je passerai la parole à Florent Brenesse, qui est chargé d'études chez nous et qui vous expliquera plus en détail les modifications apportées par la loi Pacte et la manière dont on les envisage du côté de chez FAIR pour ce qui est des contrats d'assurance vie multisport et des unités de compte solidaires. Ensuite, c'est Sarah Perrier qui est chargée du label Finansol au sein de FAIR et qui vous présentera quelques guidelines, comme on dit, pour pouvoir vous repérer dans l'écosystème du label Finansol. Et puis, je conclurai cette réunion en rappelant peut-être tout ce que FAIR propose à l'ensemble de ses adhérents. Il y en a un peu moins de 130 aujourd'hui de tous horizons. Et puis évidemment, on laissera du temps à vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Alors, peut-être deux, trois mots pour ceux qui nous connaissent pas bien sur qui nous sommes. Donc, FAIR est l'acronyme de ce qu'on fait au quotidien, justement, financer, accompagner, impacter et rassembler. FAIR est une organisation, une association loi de 1901 qui regroupe aujourd'hui un peu de moins de 130 adhérents et qui a un engagement pérenne au service de ce qu'on appellerait aujourd'hui la finance à impact social. FAIR est issu de la fusion en fait, de deux organisations, une organisation qui s'appelle Finansol, et donc qui a été créée il y a un peu plus de 25 ans maintenant par 12 membres fondateurs qui sont plutôt issus du secteur de l'économie sociale et solidaire et du secteur financier. Il y a un certain nombre de banques, notamment de banques mutualistes et coopératives, qui sont à l'origine de la création de l'association. Finansol a été à l'origine de la création du label qui porte son nom. Je mentionne toujours le fait que le label Finansol en fait, a été en France le premier label financier qui a été créé bien avant en fait, les deux labels publics qui cohabitent avec le label Finansol aujourd'hui, que sont le label ISR et le label Greenfin. Et en fait, l'objectif de Finansol était, dans un premier temps, plutôt de sensibiliser le grand public, ce qu'on appelait l'épargne solidaire. Alors, le développement de l'épargne solidaire, c'est développé depuis, grâce à la fois à la conjonction des mouvements citoyens, d'un écosystème très favorable et surtout de la mise en place d'une régulation. On y reviendra pour l'assurance vie parce que c'est exactement ce qui se passe avec l'assurance vie solidaire. Et donc, FAIR est à l'origine de la résultante de la fusion entre Finansol d'une part et l'Impact Invest Lab qui a été créé un peu plus tardivement, donc en 2016, par 6 membres fondateurs, dont Finansol, et qui a été plutôt orienté sur deux sujets particuliers. Le premier, c'est de mettre en place un écosystème favorable au développement de l'investissement à impact. Et puis, d'autre part, de travailler sur ce qu'on appelle des contrats à impact social, qui sont des partenariats publics-privés et des produits d'innovation financière. La France est aujourd'hui le troisième pays au monde à avoir développé les contrats à impact social, qui viennent plutôt du monde anglo-saxon. Derrière, donc, du coup, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et donc, ces deux associations qui travaillaient ensemble depuis longtemps, qui partageaient les mêmes locaux, ont décidé de fusionner en 2021 pour créer FAIR. Donc, quelques chiffres, 125 adhérents aujourd'hui, on est une petite équipe, 20 collaborateurs. FAIR continue à gérer le label Finansol, qui lui n'a pas changé de nom.
et qui a labellisé 178 produits aujourd'hui. Sarah Perrier vous en dira un peu plus, qui représente un encours d'un peu plus de 20 milliards d'euros. Nous disposons également d'études et de publications. C'est un travail que fait faire de manière très régulière. Aujourd'hui, études et recherches qui sont en accès libre sur notre site web. Et nous travaillons notamment avec les pouvoirs publics et la Direction générale du Trésor pour mettre en place des contrats impact dans le cadre de la relance de cette innovation financière par le gouvernement fin 2020. Voilà, en 2 mots, notre collectif. Et donc, du coup, je vais passer tout de suite la parole à Raphaël Sebag, qui dirige le pôle études et innovation, pour qu'elle puisse vous donner quelques éléments de contexte sur l'assurance vie solidaire. Et donc, Raphaël, je te passe tout de suite la parole. Merci Patrick, bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de ce que c'est que la finance solidaire. C'est notre écosystème en fait. Alors qu'est-ce que c'est? La finance solidaire, c'est un mécanisme qui relie les épargnants qui cherchent à donner du sens à leur argent à des entreprises et associations à forte utilité sociale et ou environnementale. Et il les finance via la souscription de produits d'épargne solidaire. Alors concrètement, les épargnants vont placer leur argent dans des produits labellisés Finansol et ces fonds qui sont labellisés vont investir dans des entreprises à forte utilité sociale et environnementale. Et ces fonds peuvent aussi accompagner techniquement les associations pour les aider à croître, à atteindre leur business plan ou à atteindre l'impact qu'elles projettent de créer sur la société. Donc, ce qui est assez important de savoir, c'est qu'il peut y avoir donc un accompagnement à la fois financier, mais aussi technique et humain pour aider ces entreprises. Donc, si on parle des encours de la finance solidaire aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Alors, la finance solidaire s'investit aujourd'hui à travers 3 canaux. L'épargne bancaire solidaire, donc les livrets, les OPC, l'assurance vie. L'épargne salariale solidaire, qui est représentée par des fonds communs de placement d'entreprises solidaires ou les fonds 90-10, dont on parlera un petit peu plus tard. Et l'épargne collectée directement par les entreprises solidaires sous forme d'actions non cotées. Donc, c'est les entreprises qui lèvent elles-mêmes des fonds. Et l'encours de tout ça réuni, ça représente aujourd'hui 20 milliards d'euros. Et en plus, c'est avec une évolution qu'on pourrait dire quasi exponentielle, parce qu'il y a une forte demande sur ce type de produit. Les épargnants sont très friands de l'épargne solidaire, et donc cette demande rencontre une offre qui croît également en face et qui permet de répondre à cette demande. Donc le canal qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est celui de l'épargne bancaire solidaire, qui représente sur ces 20 milliards d'euros un petit peu moins de 8 milliards d'euros. Et donc, dans cette épargne bancaire solidaire, vous retrouvez notamment les produits d'assurance vie, qui représentent aujourd'hui une petite part à peu près du coup 10% de l'épargne solidaire, avec 2 milliards d'euros qui sont investis à travers un fonds, un contrat d'assurance vie qui est emblématique et qui a un encours assez important chez nous. Et on espère du coup qu'avec cette nouvelle loi, cet encours va augmenter. Donc comment est utilisé cet argent après? Vous voyez que dans les emplois, vous avez 49% de cet argent qui va être investi dans des associations et entreprises à forte utilité sociale en France, mais aussi de l'argent qui va être investi dans les pays en voie de développement, ou alors dans ce qu'on appelle les foncières solidaires qui permettent à des personnes défavorisées d'accéder au logement, ou encore dans des prêts sociaux ou environnementaux, notamment dans des banques régionales qui travaillent à développer leur territoire. Et vous avez aussi une petite part de ces emplois qui est fait sous forme de dons aux associations bénéficiaires. Et c'est assez intéressant pour les associations de bénéficier de ces dons, puisqu'elles peuvent l'utiliser comme elles l'entendent. Donc c'est un investissement très stratégique pour elles.
Si on parle ensuite de quels impacts cet argent a pour la société, alors chez FAIR, on essaye de collecter un certain nombre d'indicateurs d'impact, en plus des données qu'on vous a présentées juste avant. Donc, qu'est-ce que ça représente? En termes d'emploi, déjà, ce qui est un indicateur assez important pour nous, vous voyez qu'il y a près de 40 000 emplois qui ont été soutenus sur l'année 2020. À travers les foncières solidaires, vous avez près de 1500 personnes qui ont été relogées cette année. Vous avez des investissements aussi qui ont été faits dans les pays en voie de développement dont je parlais juste avant, et vous avez notamment à travers des actions comme la microfinance, plus de 50 acteurs du développement économique dans les pays en voie de développement qui ont été soutenus. Et puis vous avez aussi des impacts environnementaux avec 1006 hectares d'agriculture biologique qui ont été mis à disposition dans l'année, ou l'approvisionnement de près de 8000 foyers en énergie renouvelable. Alors, à partir du 1er janvier 2022, la loi PACTE va rendre obligatoire l'inclusion d'unités de compte solidaires dans les contrats d'assurance vie, aux côtés du C responsable label ISR et environnemental qui porte le label Greenfin. Ces unités de compte vont certainement, enfin solidaires, vont certainement accroître l'encours de la finance solidaire et accroître du coup les impacts que la finance solidaire a sur la société. Concrètement, ces UC solidaires vont être investis dans des fonds 90-10, tels qu'ils existent déjà dans l'épargne salariale, mais je ne vais pas aller plus vite que la musique et Florent va répondre à un certain nombre de questions, notamment qu'est-ce que la loi Pacte, qu'est-ce que c'est qu'un fonds 90-10, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de risque, rendement ou d'impact. Et donc Florent, je te laisse la parole. Merci Raphaël. Donc on va commencer par quelques chiffres sur l'assurance vie dans son ensemble pour donner un ordre de grandeur des enjeux qui concernent l'épargne solidaire. Alors, l'encours total de l'assurance vie aujourd'hui, c'est 1848 milliards d'euros au 30 septembre. C'est un placement qui est très apprécié, dû bien sûr aux avantages fiscaux qui lui sont liés. 75% de ce fort montant, de ces montants très importants, sont investis dans un fonds euro, dans les fonds euros. Investissement peu risqué, mais qui rapporte très peu. Ça, c'est une donnée structurelle de cette industrie depuis plusieurs années. Les flux se dirigent de plus en plus vers les UC, au sens large. Hein. UC tout compris. Chaque assurance vie, chaque compagnie d'assurance vie, il y a plusieurs centaines d'UC proposés dans les différents contrats. Mais la proportion de ces UC augmente. On a 38% en moyenne sur les 3 derniers mois connus d'unités de compte, qui représente un total de 42 milliards sur l'ensemble de l'année, sur les 9 premiers mois de l'année. Donc, pour l'assurance vie, représente un enjeu extrêmement important. Imaginons que 1% de ce stock d'encours de l'assurance vie bouge, disons, sur les 3 ou 5 prochaines années vers l'épargne solidaire, ça voudrait dire que la taille du marché potentiellement pourrait doubler. Donc, pour l'investissement solidaire est une chose potentiellement extrêmement importante. Alors, pourquoi parle-t-on de ça? Bien sûr, c'est la loi Pacte qui va changer la donne à partir du 1er janvier 2022. La réglementation imposera à tous les assureurs de disposer de 3 types d'unités de compte nouvelles, une responsable, une verte et une solidaire. Donc moi, nous allons parler essentiellement uniquement de ces UC solidaires qui vont devenir donc obligatoires l'année prochaine. Alors, une unité de vie, une unité de compte solidaire, cela voudra dire qu'elle devra nécessairement comporter entre 5 et 10% des titres émis, soit par des entreprises solidaires qui ont un agrément ESUS, soit par des sociétés de capital risque qui portent 40% au moins d'ESUS, soit des fonds communs de placement à risque qui ont également des proportions extrêmement importantes d'entreprises solidaires d'utilité sociale. Alors, je ne vais pas entrer trop dans le détail de ce que c'est qu'une société, une entreprise solidaire d'utilité sociale, mais il y a des caractéristiques très bien documentées, très précises dans la loi. Il faut que l'entreprise ait un certain nombre d'activités sur des segments précis, du type réinsertion professionnelle, foncière solidaire, certains segments de la santé. Il faut aussi que l'objectif premier de la société, de l'entreprise,
ne soit pas le profit, mais l'impact social. Il faut aussi qu'il y ait des règles spécifiques en termes de rémunération. Et on verra plus dans le détail, ce sont des titres non cotés, donc qui ne sont pas cotés, qui ne peuvent pas être achetés et vendus sur un marché. Donc, concrètement, cette loi Pacte reprend exactement la même formulation que d'autres lois que je mentionnerai un peu plus tard. Et concrètement, ça veut dire que la plupart, voire la totalité des justices solidaires seront essentiellement des fonds 90-10. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds 90-10 ? C'est un mécanisme détaillé dans cette slide. Alors, les fonds 90-10, c'est la troisième barre du milieu. 90 à 95% de l'actif de ce fonds sont non solidaires, socialement responsables, mais non solidaires au sens strict de la loi. Ces 90% sont gérés sur des critères de risque et de rentabilité attendus habituels. C'est de là que viendra la rentabilité financière de l'UC au sens large, du contrat au sens large. 5 à 10% de ces actifs seront solidaires. Et là, ce que l'on cherche, c'est non pas une rentabilité financière, qui devrait être autour de 0 sur la durée, après frais. Ce que l'on cherche avant tout, c'est l'impact social. Alors, ces 5 à 10% d'actifs sont investis, c'est la partie de droite, dans des organismes considérés comme solidaires au sens de la loi, donc des entreprises solidaires, des financeurs solidaires ou éventuellement des acteurs de la solidarité internationale ou locale. Donc ça, c'est le mécanisme de base qui existe déjà. On le voit sur la droite, il y a essentiellement deux canaux, sur la gauche, pardon, deux canaux d'OPC, des OPC d'épargne salariale qui représentent une grosse proportion aujourd'hui de ces fonds 90-10 et des fonds ouverts qui pour l'instant sont moins importants, mais c'est là que se situe l'assurance vie et c'est probablement là que l'on va connaître une forte croissance des encours des fonds 90-10. Alors, voyons donc justement l'évolution de ces fonds. Les encours gérés sont autour de 13 milliards aujourd'hui, sur les 20 milliards que représente l'épargne solidaire dans son ensemble. Un peu plus de 11 milliards, enfin 11,7 milliards viennent de l'épargne salariale. Et le reste, donc un peu moins, environ 2 milliards, viennent des autres canaux de distribution. Alors, cette forte croissance des encours des fonds 90-10, c'est clairement lié à deux choses. C'est d'une part l'évolution de la réglementation, et sur la slide suivante, on voit que la croissance des encours de l'assurance des fonds 90-10 est vraiment liée à des changements réglementaires qui sont résumés dans cette slide de manière très précise, et je n'irai pas dans le détail, mais les étapes de la réglementation, notamment la création du PERCO et la mise en vigueur, l'entrée en vigueur de la loi LME en 2010 ont été des étapes extrêmement importantes dans le développement de l'épargne salariale via des fonds 90-10. Nous pensons que les mêmes causes produiront les mêmes effets et que donc on devrait avoir en principe également, avec la loi Pacte et l'implication et l'implémentation de fonds 90-10, un fort développement des encours solidaires. Alors je vois passer des questions au fur et à mesure, mais je crois qu'on en parlera par la suite. Donc un peu plus de détails. Vous voyez, la dernière ligne de ce tableau, c'est l'évolution de la croissance de l'épargne salariale solidaire. Et bon, j'ai longtemps travaillé dans une banque et je peux vous assurer que lorsque on propose aux salariés un investissement solidaire dans l'épargne salariale, eh bien, ça attire l'attention. Et effectivement, cette croissance de l'épargne salariale vient de deux choses. Donc, l'environnement réglementaire qui lui est favorable. Et deuxièmement, la demande des clients, la demande des investisseurs, en l'occurrence dans l'épargne salariale des salariés, qui sont extrêmement favorables intuitivement à cette épargne salariale, à cette épargne solidaire. Et on voit la ligne juste au-dessus, contrat d'assurance vie, une croissance finalement assez faible jusqu'à l'année dernière, et à partir de l'année dernière, 2020, la Maïf a transformé un de ces contrats d'assurance et a transformé en épargne solidaire pure
un contrat qui pèse beaucoup. Et on voit que la croissance de l'assurance vie, en tout cas c'est notre point de vue, va être très significative dans les prochaines années. Encore une fois, les mêmes causes devraient produire les mêmes effets, un environnement réglementaire favorable et une demande des investisseurs particuliers. Et je pense que dans l'assurance vie, cela va continuer à être extrêmement favorable. Alors, concrètement, comment la slide suivante. Concrètement, l'épargne salariée, l'épargne solidaire est investie dans des fonds spécialisés qui ont à peu près très souvent le même type de stratégie d'investissement. La plus grosse part de ces fonds est investie dans des entreprises solidaires matures, de grande taille pour l'économie solidaire, hein, parce que ça reste des entreprises de taille petite ou moyenne, mais qui sont très peu risquées. Et donc, on connaît bien ces piliers de l'économie solidaire, hein, Habitat Humanisme, l'ADI, France Active, puis il y a des nouveaux, enfin des entreprises plus récentes, mais de taille qui commencent à devenir respectables, Terre de Liens. Nous avons mis dans cette présentation PowerPoint des visuels qui vous renvoient sur des vidéos, des courtes vidéos de présentation de chacune de ces entreprises. Et mon expérience, c'est que lorsqu'on voit ces vidéos, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui pour une question de temps, eh bien, on touche du doigt l'économie solidaire. On voit ce que Habitat Humanisme fait, l'ADI, France Active ou Terre de Liens, par exemple. C'est les 4 exemples que j'ai pris dans les entreprises solidaires de taille mature qui représentent une grosse part des investissements solidaires aujourd'hui. Deuxièmement, les fonds se dirigent aussi vers des entreprises de taille moyenne, plus récentes, mais qui sont également en croissance forte. Et ces entreprises vont utiliser ces flux de l'épargne salariale pour consolider leur modèle. Alors, vous avez 3 exemples ici, hein, Village Vivant, la coopérative funéraire de Nantes ou Etikable. Donc des entreprises qui sont plus petites, moins connues, mais qui ont des business models tout à fait intéressants. Vraiment, je vous incite à aller voir ces vidéos. Vous toucherez du doigt ce qui attire les particuliers pour ces investissements solidaires. Puis la dernière stratégie mise en place, c'est plus risqué, des jeunes entreprises en phase d'amorçage, en forte croissance, mais effectivement avec des défauts qui peuvent être plus importants. 4 exemples ici. Mais encore une fois, ces vidéos créent du lien, elles créent du sentiment et elles attirent les clients. Je pense qu'effectivement, entre l'investissement solidaire va continuer à croître, en partie grâce à l'environnement réglementaire, grâce à la demande des particuliers, et aussi, c'est ce que Sarah va nous expliquer maintenant, grâce au label Finansol, puisqu'on va pouvoir, grâce à ce label, se repérer correctement dans cet écosystème. Sarah, à toi. Merci Florent. Donc, je vais en effet vous présenter le label Finansol et donc les critères du règlement du label pour ces fonds 90-10 support d'unité de compte. Donc, le label Finansol est un label indépendant à l'association FAIR. Donc, c'est un label qui a été créé en 1997 et qui permet de distinguer des produits d'épargne solidaire d'autres produits d'épargne auprès du grand public. C'est avant tout un gage de confiance pour l'épargnant puisqu'il facilite et garantit son choix en lui assurant que son produit va bien financer des activités à forte utilité sociale et environnementale. Et il lui atteste également de l'engagement de l'intermédiaire financier, donc de la société de gestion ou de la banque, à donner une information fiable et transparente sur son produit labellisé et sur l'ensemble des activités solidaires soutenues. Aujourd'hui, le label Finansol est régi par un règlement du label Finansol qui comporte différents critères que je vais vous expliquer sur la slide suivante. Alors, Léana, si tu peux juste revenir sur la slide précédente. Voilà, merci. Et c'est un label qui est donc attribué par un comité d'experts indépendants à l'association, bénévole, aujourd'hui au nombre de 15 membres issus du secteur associatif, du secteur financier et du monde des médias. Il se réunit aujourd'hui au minimum 6 fois par an
pour attribuer le label, contrôler les produits labellisés et également faire des recommandations aux gestionnaires pour accentuer le caractère solidaire du produit. Donc, quels sont les critères du label Finansol pour les fonds support d'unités de compte solidaire? Donc, c'est important de rappeler que les fonds support d'unités de compte solidaire sont aujourd'hui des fonds 90-10 et au préalable, pour pouvoir faire labelliser un fonds 90-10, la société de gestion qui gère le produit financier doit d'abord être membre de l'association FAIR. L'idée est bien de faire en sorte de créer un collectif de la finance solidaire à impact social et d'emmener l'ensemble des acteurs pour sensibiliser le grand public à cette autre finance et également de renforcer les pratiques de nos membres sur ces différents sujets. Donc, comme vous l'aurez compris, sûrement le label Finansol n'est pas obligatoire pour les fonds 90-10 support d'unité de compte. Par contre, le fait d'obtenir le label Finansol vous met en conformité avec la loi Pacte et vous assure que votre fonds est éligible au support d'unité de compte solidaire. Alors peut-être pour commencer avec le premier critère, donc le critère de solidarité, pour qu'un fonds 90-10 soit éligible aux unités de compte solidaires dans un contrat d'assurance vie multi-support et que ce fonds soit labellisé. Donc, comme le disait Florent plus haut, 5% au moins de l'actif doit être investi dans des entreprises à agréer ESUS, dans des FCPR, donc fonds communs de placement à risque, ou des SCR, donc sociétés de capital risque solidaires. Donc ça, c'est exactement la définition de la loi Pacte citée au tout début du webinaire. Ensuite, le label Finansol va un petit peu plus loin que la loi Pacte, puisque aujourd'hui, on regarde à ce que la part solidaire consolidée du fonds 90-10, donc le taux de solidarité du fonds 90-10, soit supérieur à 5% après dilution. Alors, c'est-à-dire en fait que la plupart des fonds 90-10, donc la poche 5 à 10% de ces fonds 90-10, sont investis pour la plupart dans des fonds, ce qu'on appelle des fonds purs solidaires, ou des FPS solidaires ou FCPR solidaires. Et donc, ces fonds purs solidaires créés par des sociétés de gestion permettent de centraliser la plupart des poches solidaires de tous leurs fonds 90-10 et donc d'assurer une gestion unique à ce fonds pur solidaire qui va investir dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, donc agréées ESUS, et d'autres entreprises solidaires. Et donc, le label Finansol va faire en sorte de prendre en compte le taux de solidarité après dilution. Donc, par exemple, si un fonds 90-10 investit 8% dans un FPS qui lui-même investit à 80% dans l'économie sociale et solidaire, nous, on va faire 8% fois 80%. Donc, on va comptabiliser un taux à 6% pour le fonds 90-10, ce qui est un peu plus exigeant que la loi Pacte. Ensuite, donc le deuxième critère très important pour le label Finansol, donc c'est le critère de transparence et d'information. Donc le comité va s'assurer en fait que le gestionnaire du fonds 90-10 informe régulièrement, au moins une fois par an, les souscripteurs du caractère solidaire du produit, donc sur la base de reporting, donc que l'objectif est que l'épargnant soit vraiment en capacité de dire dans quoi le fonds investit et une parfaite transparence en fait sur ces investissements. Donc le comité du label va veiller à la qualité, à la clarté de l'information diffusée. Ensuite, pour le troisième critère, donc le critère de l'investissement socialement responsable, le comité du label va veiller à ce que pour un fonds 90-10, donc toujours cette poche 5 à 10% investie dans des activités solidaires, mais
la poche 90%, elle, est investie sur les marchés, donc dans des actions, dans des obligations, dans du monétaire. Le comité du label va faire en sorte de vérifier à ce que, hors poche solidaire, 100% de l'actif du produit applique une gestion ISR, donc investissement socialement responsable, ou sont sélectionnés selon des critères ESG. Donc ça, c'est très important pour la cohérence globale du produit. C'est-à-dire qu'un épargnant qui investit dans un fonds solidaire, qui veut mettre son épargne à disposition d'entreprises sociales, va vouloir que la poche 90 de son fonds 90-10 soit gérée avec des critères responsables. Ensuite, le quatrième critère est le critère d'action commerciale. Donc, le label a mis en place des critères, des critères commerciaux pour le produit pour faire en sorte que le gestionnaire développe son produit, développe la collecte et donc développe le secteur de la finance à impact social et solidaire. Donc, le comité du label va vérifier à ce que les objectifs commerciaux de développement soient mis en place dans la durée, notamment pour les objectifs de collecte du produit, et que le gestionnaire mette en place des actions de communication pour justement développer la collecte de son produit. Et enfin, le critère financier, le comité du label va vérifier à ce que les frais de gestion du produit dans l'intérêt du souscripteur soient raisonnables par rapport à d'autres produits similaires de la même gamme. Peut-être pour vous donner aussi quelques engagements du label Finansol. Donc, ce que je vous citais représente les critères du règlement du label. Donc, le gestionnaire doit respecter l'ensemble de ces critères pour faire labelliser son produit, mais la société de gestion qui fait labelliser son produit doit également respecter quelques engagements, notamment de respecter tout au long de l'utilisation du label Finansol les conditions d'attribution du label, de respecter également la procédure de contrôle du produit labellisé. Donc, le label Finansol est contrôlé chaque année au mois de juin pour les établissements financiers qui ont des fonds 90-10. Et les sociétés de gestion s'engagent également à transmettre l'ensemble de leurs données sur le produit labellisé pour que le pôle études et innovation de l'association FAIR puisse consolider des statistiques et également rédiger des études et des publications à destination du grand public, mais également des investisseurs institutionnels. Peut-être pour vous donner quelques chiffres, et je vais conclure là-dessus. Aujourd'hui, donc, nous sommes à 178 produits d'épargne solidaire labellisés Finansol, d'où environ 50 fonds solidaires 90-10. Et donc, à l'issue de ce webinaire, nous allons vous diffuser la liste de tous ces fonds labellisés. Et je vais redonner la parole à Patrick. Merci beaucoup, Sarah. Effectivement, j'en profite parce que je vois effectivement les questions et les réponses qui sont dans le chat pour vous dire effectivement qu'on va profiter de cette fin de webinaire pour pouvoir répondre tranquillement à vos questions et puis amorcer la discussion. Je m'aperçois que tout à l'heure, quand j'ai présenté FAIR, je ne vous ai pas parlé de nos adhérents, mais effectivement, ils sont très nombreux, 125, donc en grande majorité, nos adhérents viennent de plusieurs horizons. Alors, on a l'horizon, j'allais dire, historique, plutôt acteur de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Léana. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, vous voyez la grande diversité de nos épargnants, donc acteur historique de l'économie sociale et solidaire. Réseau bancaire, la quasi-totalité des réseaux bancaires est adhérente à l'association. Société de gestion et gestionnaires d'actifs, qui sont, pour ces derniers, les pionniers des fonds 90-10, qui les ont développés de manière, j'allais dire, industrielle aujourd'hui, mais même si aujourd'hui des gestionnaires de patrimoine ou des plus petites sociétés de gestion nous rejoignent, et puis on a aussi quelques personnalités qui nous accompagnent dans notre réseau, des mouvements, des réseaux. Grande diversité d'adhérents
autour de FAIR. Je reprécise, s'il en était besoin, de vous dire en fait que FAIR ne fait que tenir le secrétariat du label Finansol. C'est important de vous le préciser, de façon à éviter, et la gouvernance est construite de cette manière, tout conflit d'intérêts, évidemment, entre des adhérents de l'association FAIR, qui adhèrent à l'association, et la question de labellisation des produits d'épargne et de contrôle. On essaye de maintenir ce qu'on appelle dans le jargon un Chinese wall entre, d'une part, le comité du label qui est composé d'experts indépendants de l'association et qui a la décision et qui émet son propre règlement, et d'autre part, l'association. Alors, pour le coup, l'association propose à ses adhérents un certain nombre d'éléments d'offres. L'idée, comme Sarah vous l'a précisé tout à l'heure, c'est en fait de jouer collectif autour de ce qu'on appelle la finance à impact social, qui comprend la finance solidaire. La première des choses, c'est peut-être vous dire que les adhérents de l'association sont des praticiens, donc ce sont des organisations qui ont la pratique finalement de la finance solidaire, soit parce que elles sont sur le terrain, soit parce qu'elles émettent elles-mêmes des titres, en gros, qui sont souscrits directement, ou qui sont gestionnaires pour compte de tiers. Et donc, c'est en partageant les pratiques entre ces différents acteurs qu'on arrive à progresser, puis aussi à dénicher des innovations. La deuxième chose, on en a parlé très largement, c'est effectivement la deuxième partie de l'offre, c'est le label Finansol, qui, du coup, s'incarne dans des projets à forte utilité sociale. Florent Bronès vous l'a parlé. L'idée, la finance est aujourd'hui comprise par beaucoup de Françaises et de Français comme quelque chose de plutôt rébarbatif et d'incompréhensible parfois. Je crois que la grande force de la finance solidaire, c'est d'être très incarné par des projets à forte utilité sociale qui se multiplient sur les territoires. Ce que propose FAIR également, c'est de l'expertise. On a un pôle études et innovations qui décrypte en fait chaque année l'évolution du paysage, les tendances, qui déniche les innovations financières, qui produit des études et de la recherche. Et puis, trois derniers points. Le premier, c'est que très historiquement, Finansol d'abord, puis FAIR maintenant, déploie des actions de plaidoyer pour en fait faire évoluer le cadre réglementaire. Florent Bronès nous a parlé notamment de l'épargne salariale. Finansol, à l'époque, a été à la pointe pour mettre en place dans notre pays un cadre d'épargne salariale qui soit favorable au développement de la finance solidaire. Et c'est ce qu'on espère également avec l'assurance vie. Nous avons beaucoup contribué à l'élaboration de la loi Pacte sur ce point. Avant-dernier élément, pardon, Finansol est un collectif qui s'adresse en fait au grand public, aux citoyens, de façon à sensibiliser le maximum de monde sur les questions de finance solidaire et de finance à impact social. C'est important parce que nous pensons que cette finance-là, comme je l'ai dit, elle s'incarne dans les projets effectivement qui recueillent l'adhésion des citoyens, mais elle permet aussi de la faire changer d'échelle. Et puis, dernier élément, et ça a été notamment apporté par l'Impact Invest Lab, nous sommes très insérés dans les réseaux internationaux. Nous travaillons avec la plupart des réseaux actifs dans les questions d'investissement à impact social, qui sont des réseaux mondiaux, puisque cette finance-là se développe partout dans le monde, même si la France a une très forte spécificité parce qu'elle a su mettre en place un cadre réglementaire particulier. Mais nous sommes très investis dans les réseaux internationaux, et y compris, Florent l'a mentionné également, dans les actions de solidarité internationale, puisque nous travaillons avec notamment l'Agence française pour le développement sur des projets internationaux qui sont financés par les ressources apportées par les épargnants dans le cadre de la finance solidaire. Voilà en quelques mots l'offre que propose FAIR à ses adhérents. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un temps de questions-réponses. Alors, peut-être qu'on peut prendre les questions dans l'ordre du chat pour celles et ceux qui ont posé quelques questions dans le chat. Peut-être que Léana peut faire l'arbitrage, et puis peut-être que mes collègues peuvent se positionner pour pouvoir répondre aux questions.
Voilà, Léana, tu reprends la main sur les questions-réponses? Je vais le faire, Patrick. On va laisser Léana sur l'autre partie. Alors, dans les questions dans le chat, la première, c'était de savoir si on parlait uniquement des nouveaux contrats ou bien des contrats existants qui seront soumis à cette obligation du C solidaire. Voilà, Florent, si ça te dit d'y répondre. C'est sûr que pour les nouveaux contrats, l'obligation sera effective dès le 1er janvier. Pour les anciens contrats, il n'y a pas d'obligation générale. Par contre, chaque compagnie d'assurance a l'obligation de proposer des arbitrages sur les 3 unités de compte responsables, vertes et solidaires. Au moins d'avoir que le client, l'épargnant, ait la possibilité de souscrire à une unité de compte et à faire des arbitrages même dans les anciens contrats. Quelqu'un veut compléter la réponse? Merci beaucoup, Florent. Du coup, il y avait une autre question donc, concernant les fonds 90-10, qui seront plutôt dans la réalité des fonds 95-5. Et est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Donc là, peut-être Patrick ou Sarah. Ou Florence, si tu as la... Sur la Alors moi, je peux prendre cette question si vous voulez. Oui, Sauf vas-y. si, Florent, on peut se compléter l'un et l'autre. Alors, en réalité, les fonds 90-10 investissent en moyenne autour des 8% dans des activités solidaires d'utilité sociale. Pourquoi? Justement pour se mettre en conformité avec le label Finansol, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la majorité des fonds 90-10 investissent dans des fonds purs solidaires, des FPS, donc des fonds professionnels spécialisés, qui centralisent la majorité en fait des poches solidaires des fonds 90-10 proposés par les sociétés de gestion. Et pour que le taux de solidarité après transparence dans ce fonds pur solidaire soit supérieur à 5%, il faut que l'investissement de départ du fonds 90-10 soit au minimum à 8% environ. Donc c'est pour ça que tous les fonds 90-10 se mettent au niveau de ce seuil-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et peut-être que Florent, tu peux compléter. Alors, une fois qu'on a fait l'investissement initial autour de 8% en solidaire, le problème, c'est l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que les 90% autres peuvent monter ou baisser en fonction de l'évolution des marchés. Alors, la réglementation, c'est pas plus de 10% parce que c'est du non-coté, pas moins de 5% parce que dans ce cas-là, c'est plus solidaire. Mais si les marchés monte beaucoup, si les marchés financiers montent beaucoup, la poche 90 monte beaucoup plus vite que la poche solidaire. C'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui fait que le 8% a plutôt tendance à se transformer en proche de 5. Donc ça pose un problème de redéploiement vers le solidaire des fonds. Inversement, quand on a eu la forte baisse des marchés en mars 2020 à cause du Covid, eh ben, la poche 90 a beaucoup baissé, ce qui fait que mécaniquement, la poche 5% s'est rapprochée du 10. Et alors là, ça aurait obligé les FPS à vendre pour que la part 10 revienne en deçà de si on était à 11, etc. Alors l'AMF dit qu'il faut revenir rapidement vers les 5-10%. Et en fait, les gérants n'ont pas eu le temps de se retourner puisque les marchés ont rebondi très vite. Et donc, la part 90-10 est revenue vers les 10 très rapidement. Je ne suis pas sûr d'avoir été très bien, très clair dans mon explication. Mais c'est aussi pour ça que l'épargne solidaire doit garder des liquidités pour faire face à ces évolutions qui peuvent être aléatoires. Est-ce que j'ai été clair ? Alors, pour moi, ça l'a été. Je ne sais pas du tout pour Aurélie si c'est le cas aussi. N'hésitez pas à nous le dire. Alors, du coup, il y a une autre question. Donc là, je pense que Sarah, tu pourras aussi répondre. C'est quels sont les fonds 90-10 non labellisés Finansol? Est-ce que ce n'est pas le seul label existant en matière de finances solidaires? Alors oui, on est bien le seul label existant en matière de finances solidaires. Cependant, toutes les sociétés de gestion qui proposent des fonds 90-10 n'ont pas demandé le label nécessairement pour l'ensemble de leurs fonds 90-10.
C'est pour ça que certains fonds 90-10 ne sont pas labellisés. Après, voilà, la grande différence entre les fonds 90-10 non labellisés et ceux qui le sont, c'est que les fonds 90-10 labellisés Finansol intègrent obligatoirement une politique d'investissement socialement responsable pour la poche 90%. Or, aujourd'hui, la loi ne demande pas nécessairement, obligatoirement, une politique ISR sur la poche 90. Donc, c'est peut-être ça un petit peu ce qui peut faire la différence entre les labellisés et les non labellisés. Super. Du coup, merci beaucoup, Sarah. Donc, on a aussi une autre question. Avec le développement de l'épargne solidaire, l'argent ne se concentre-t-il pas sur un petit nombre d'entreprises, comme par exemple Habitat et Humanisme, France Active, etc. Oui. Alors, est-ce que tu veux y répondre, Florent? Je Oui, compléterai si tu veux. donner quelques éléments de réponse que tu compléteras, Sarah. C'est vrai que cette question de la diversification, en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on ne prend pas trop de risques en étant sur un petit nombre d'entreprises, et donc question de la diversification pour l'épargne solidaire. Alors, c'est vrai qu'il y a peu d'entreprises de taille significative dans l'environnement solidaire aujourd'hui, mais la diversification peut s'effectuer vers d'autres moyens, avec d'autres moyens. Il y a notamment deux sources de diversification qui sont, les obligations sociales qui prennent de l'ampleur et le marché des obligations sociales est en train de décoller. Et deuxièmement, c'est les fonds de microfinance qui permettent aussi de rester solidaires et de diversifier un peu la poche 90-10, la poche 10%. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces questions de diversification. D'où l'importance de la troisième stratégie, l'amorçage, que j'ai mentionné, parce que c'est l'économie sociale de demain. C'est ces sociétés qui sont en forte croissance qui nous donneront l'avenir. Sarah, à toi. Alors, pour répondre à cette question, justement, l'association FAIR est là aussi pour aider les sociétés de gestion qui souhaitent diversifier leur poche solidaire. Donc, l'idée est de vous accompagner aussi d'accompagner les sociétés de gestion à justement trouver de nouveaux émetteurs sur le marché qui peuvent répondre aux critères de l'agrément ESUS, mais également d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et quand les sociétés de gestion créent justement ces fonds purs solidaires type FPS ou FCPR, la plupart de ces fonds investissent en moyenne entre 30 et 45 émetteurs solidaires. Donc, justement, le fait de créer ce type de véhicule permet en fait une diversification de l'investissement solidaire, autre que dans France Active Investissement, Habitat et Humanisme, l'a dit. Enfin, voilà, ces fonds purs solidaires permettent justement cette diversification. Super, merci beaucoup Sarah. On a donc une autre question aussi qui permet de compléter la première sur l'ouverture à l'UC Solidaire pour les nouveaux contrats ou ceux qui sont déjà souscrits, à savoir du coup, est-ce que cette obligation porte aussi sur les contrats fermés à la commercialisation? Est-ce que Florent, tu as la réponse? Je n'ai pas la réponse complète sur les contrats fermés, parce que je pense que ça dépend de chaque contrat, mais l'obligation d'avoir On se renseigne, hein. Et la possibilité d'arbitrage doit exister. Maintenant, pour les contrats fermés, il faut se renseigner cas par cas, je pense. C'est un peu le problème que l'on va avoir, c'est que chaque société d'assurance, chaque compagnie d'assurance et chaque contrat d'assurance vie peut avoir des particularités qui sont assez fines. Et donc, c'est difficile d'avoir un discours général qui corresponde à tous les cas. Donc, très souvent, ce qu'il faudra faire, c'est ensuite appliquer ça au cas par cas, compagnie par compagnie, enfin, compagnie d'assurance par compagnie d'assurance. Chaque société d'assurance est grosse, compliquée à comprendre de l'extérieur, et la spécificité des contrats est parfois très, très difficile. Ok, on va essayer du coup de continuer plus rapidement. Merci beaucoup, Florent. Du coup, une autre question aussi. À partir de 2022, la loi Pacte impose également une poche verte. Quelle sera sa définition et allez-vous vous positionner dessus?
Alors là, je pense qu'on parle justement de l'UC verte, c'est-à-dire les fonds support d'unités de compte vertes qui sont spécifiés, en tout cas labellisés par le label Greenfin. Donc nous, ça ne concernera pas en tout cas le label Finansol et l'association FAIR. Merci beaucoup, Sarah. Je complète juste, Patrick Sapie, oui, pardon, ma caméra ne marche pas. Je Merci. complète juste, effectivement, par un petit élément, la réponse de Sarah. En fait, l'ADN du label Finansol, depuis l'origine, c'est plutôt un ADN à vocation sociale et ou sociétale, en l'occurrence, avec une expérience de labellisation de fonds très portée sur les questions sociales. Alors, bien évidemment, le label est aussi impacté par en fait, les développements de nouveaux produits qui portent en même temps que des problématiques sociales, des problématiques environnementales. Et bien évidemment, on ne s'exclut pas, le comité du label n'exclut pas de labelliser des produits qui comportent également des aspects environnementaux. Mais je dirais que la marque de fabrique du label Finansol, même si les choses évoluent dans le temps, c'est plutôt un angle social et sociétal, mais en fait, les produits ayant une dimension environnementale prennent de plus en plus de poids dans l'ensemble des produits labellisés Finansol. Voilà, c'est pour compléter un peu la réponse de Sarah. Merci beaucoup, Patrick. On a également donc une question sur que pensez-vous des nouveaux acteurs comme Goodvest qui proposent des produits d'assurance vie responsables qui respectent les accords de Paris, et est-ce que l'on a des interactions avec eux? Moi, je veux bien répondre parce que je connais Goodvest, parce qu'ils m'ont donné la parole lors d'une petite vidéo. Alors, bien évidemment, FAIR agit dans un écosystème où on regarde avec beaucoup d'attention en fait, l'émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux praticiens. Donc, en fait, on a des discussions, on a des échanges de pratiques avec la plupart des nouveaux acteurs. Alors, effectivement, Goodvest propose un contrat d'assurance vie responsable. Alors, il n'est pas solidaire au sens du label Finansol, mais évidemment, toute initiative qui vise à proposer des produits plus responsables, plus transparents, avec une forte exigence, on les accueille bien évidemment avec beaucoup de bienveillance et de support. Merci beaucoup, Patrick. Alors, on a encore quelques questions. Donc, à savoir, la poche 90 doit-elle suivre la doctrine AMF en termes d'ESG? Et quels sont les critères du label en termes ESG pour la poche 90 ESG? Alors, je peux répondre à cette question. Le comité du label regarde à ce que la poche 90 intègre obligatoirement une politique d'investissement socialement responsable ou que les actifs soient gérés en fonction de critères ESG, donc environnement, social et de gouvernance. Le label Finansol va regarder ces critères en lien avec la réglementation actuelle et surtout la réglementation SFDR, donc la réglementation européenne. On va favoriser, enfin le comité du label va favoriser les produits qui sont classifiés article 8 et article 9. Donc, pour répondre à la question de Monsieur Auger, le comité du label va plutôt s'appuyer sur la réglementation européenne que sur la doctrine AMF en termes de ESG. Merci beaucoup, Sarah. Et j'en profite, on a eu un élément de réponse aussi concernant donc, l'obligation de proposer une UC solidaire sur les contrats fermés. Donc, a priori, la plupart sont en euros, donc hors loi Pacte. Voilà. Du coup, dernière question. Il existe aussi un label CIES pour les fonds 90-10 porté par les syndicats, mais qui n'est pas centré uniquement sur des critères solidaires. Pardon, c'était un élément de réponse aussi d'Éric Larpin. Et donc ça, c'est un commentaire de Éric Larpin qui est membre du comité du label Finansol. Alors, on a du coup a priori vu toutes les questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Très bien, bon, bah, je considère que c'est bon. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter par la suite si jamais voilà, vous avez des questions qui viennent au cours des heures ou des jours à venir.
Ah, on a une autre question, je crois, Rosanne. Oui, alors du coup, l'adhésion à l'association Finansol, Je donc veux il bien le répondre, faire maintenant. sur ce point. Effectivement, Ça Sarah l'a marche. mentionné effectivement dans sa présentation. C'est effectivement une question importante. C'est que, en fait, vous avez des adhérents n'est plus Finansol, hein, ça s'appelle FAIR maintenant. Vous avez des adhérents à FAIR qui viennent sans nécessairement vouloir ou avoir le projet d'avoir des produits qui soient labellisés Finansol. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui nous rejoignent, en fait, notamment pour partager les pratiques et pas nécessairement pour labelliser des produits. En revanche, si les acteurs nous rejoignent pour labelliser un produit, là pour le coup, l'adhésion à l'association est une condition pour avoir le label, parce qu'en fait, l'idée c'est aussi de bâtir un collectif et d'avancer ensemble sur le partage des pratiques. Donc, c'est le choix que l'association a fait que d'avoir des adhérents, d'une part, et que le comité du label a fait que pour labelliser un produit, il faut être membre de l'association. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Merci beaucoup, Patrick. Alors, je veux bien répondre à la question d'après, parce que je vois que les questions défilent sur le chat. Merci. Effectivement, alors, il n'y a pas de conditions particulières pour être membre de l'association. Alors, je peux vous expliquer le processus, puisqu'en fait, on accueille toute personne morale ou toute personne physique qui a envie d'être membre de l'association, produits labellisés ou pas produits labellisés. On a par exemple aussi des personnes physiques qui adhèrent à l'association. La cotisation est minime, puisqu'elle est de 35 €. En l'occurrence, par contre, on a mis en place un process qui permet du coup d'avoir avant l'adhésion un entretien avec chaque candidat. On a un comité des adhésions qui est composé de 3 administrateurs de FAIR qui du coup reçoivent les demandes d'adhésion. Donc, un petit dossier à remplir qui est complètement accessible sur notre site web donc échange avec eux. Alors, on a un certain nombre de chartes et de valeurs, notamment la gouvernance de l'association a mis en place ce qu'on appelle la charte de la finance à impact social et évidemment le respect des statuts de l'association, donc qui sont 2 documents différents. Effectivement, pour adhérer à l'association, il faut adhérer au principe de la charte de la finance impact social, mais qui, je crois, est là également disponible sur notre site internet. Voilà, donc pas de conditions particulières, si ce n'est l'envie de pouvoir contribuer à développer le secteur de la finance à impact social. Merci Patrick. Je ne sais pas si tu as vu la dernière question. Donc, comment FAIR peut contribuer à faire connaître l'investissement solidaire dans l'assurance vie, notamment auprès du grand public? Alors, je prends juste connaissance de la question. Comment FAIR peut contribuer à... Alors, c'est une très bonne question. Alors, l'association organise très régulièrement, bon, ce webinaire en est... Bon, il est plutôt réservé aux professionnels, en l'occurrence, et aux journalistes, mais en fait, nous avons un certain nombre d'événements et de temps forts qui sont destinés au grand public, notamment pour mieux faire connaître l'assurance vie solidaire. Alors, je prendrai 2 temps forts qui sont assez différents dans leur forme. Vous savez sans doute qu'en partenariat avec le journal La Croix, nous publions maintenant depuis une petite vingtaine d'années ce qu'on appelle le baromètre de la finance solidaire, en fait, qui à la fois fait le point sur les encours, sur les pratiques et propose chaque année un angle d'attaque particulier auprès du grand public, puisqu'en fait, il y a un tiré à part qui est édité chaque année, qui est distribué avec le journal La Croix et qui est disponible gratuitement lorsque le baromètre sort chaque année. Donc, ça, c'est un premier temps fort donc, qui a lieu chaque année au début du mois de juin. Et
puis, chaque année, nous organisons depuis là aussi une quinzaine d'années la semaine de la finance solidaire, donc, qui vise à mettre en valeur les pratiques, les initiatives des différents adhérents de l'association dans les territoires au travers d'une campagne de communication très orientée d'ailleurs épargnants. Donc je vous encourage à aller voir les petites vidéos des épargnants que nous avons réalisées pour la dernière semaine de la finance solidaire qui traditionnellement se déroule chaque année pendant le mois de l'économie sociale et solidaire, plutôt au début du mois de novembre. Et donc, ces deux événements-là, enfin, ces deux temps forts, baromètre de la finance solidaire d'une part, semaine de la finance solidaire d'autre part, sont deux éléments qui peuvent contribuer à mieux faire connaître l'assurance vie solidaire. Oui, merci beaucoup Patrick. Je me permets du coup de compléter en disant qu'on mène aussi de nombreuses opérations tout au long de l'année, que ce soit en intervenant sur différents événements tels que des conférences, tables rondes, ateliers. Voilà, on a aussi après toute la partie communication numérique sur les réseaux sociaux, site internet, les différents communiqués. Enfin voilà, on a aussi toute une communication à 360 degrés sur ces sujets. Merci Rosen. Eh bien, écoutez, je vais avoir le mot de la fin. D'abord pour remercier l'ensemble des participantes et des participants d'avoir justement contribué activement à ce webinaire. Remercier mes collègues voilà, qui ont préparé les supports qui, je crois, seront rendus disponibles. Je crois qu'il y a un replay qui est dispo à l'issue du webinaire et qu'on partagera avec vous. Et puis, on vous donne rendez-vous sur un autre sujet. Et on espère effectivement vous recroiser, vous revoir bientôt pour ensemble promouvoir les nouvelles unités de compte solidaires qui vont donc démarrer pour beaucoup au 1er janvier 2022. Voilà, merci à toutes et à tous et puis à très bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup.